vous poserez peut-être les questions quand on aura les 3 exposés. Okay. Alors, moi, vous voyez, l'aspect collaboratif. Ah oui. L'aspect collaboratif est très bien démontré ici, parce qu'il y a toute une liste de personnes qui m'ont aidé donc, à travailler sur ces feuilles d'or. Alors, comme Marc vous l'a exposé, lui, il travaille sur les matériaux anciens, et nous, au laboratoire, donc au centre de mise en forme, ce qui nous intéressait, c'était la mise en forme des feuilles modernes. Donc, on a eu la chance d'aller visiter un des d'horreur qui existe encore en France. Il est juste à la limite du côté de Genève. Donc, il fabrique les feuilles d'or qui, à la fin, ont une épaisseur de 200 nanomètres. Il nous a donné des feuilles dans les premiers stades. Donc, vous allez voir qu'il y a plusieurs stades dans la fabrication actuelle de la feuille d'or. Il nous a donné des feuilles à différents stades du laminage, je précise bien. Donc, on va voir un peu en quoi ça consiste. Alors, tout d'abord, cette image qui date du XVIIIe siècle, qui est tirée de l'Encyclopédie Universalis, où vous voyez le procédé de mise en forme de l'or. Alors, d'abord, en A, on va fondre l'alliage. En B, on va le couler dans un moule. En C, on va le passer dans un laminoir. En D, on va le battre. Et puis en E, c'est un travail féminin, on va mettre l'ensemble des feuilles l'une sur l'autre et faire une espèce de carnet. Donc nous, on va voir qu'est-ce qui se passe chez l'industriel. Alors quand on est allé donc chez l'industriel qui s'appelle Dové, on voit chez lui, il a mis en forme, enfin d'abord il fond cet alliage, or, argent, cuivre. Il va le couler dans une lingotière en acier. Il va faire des laminages successifs jusqu'à une épaisseur d'environ 17 microns. Il fait un recuit entre 650 et 750 degrés pendant 45 minutes. Là, il a ce qu'on appelle une feuille qui va ensuite, alors ça c'est les premières étapes, deuxième étape, on peut dire étape suivante, il va mettre l'ensemble de ces feuilles avec des intercalaires. Alors les intercalaires, entre ces feuilles, il va mettre, on a mis intercalaire after 8. C'est le papier qui sert pour les biscuits, enfin les chocolats. Je ne sais pas si on trouve ça au Brésil. Il y a des chocolats à la menthe. Et entre ces chocolats, il y a une feuille qui est non adhésive. Lui, il va s'en servir comme feuille intercalaire pour les feuilles d'or. Il va battre jusqu'à avoir une épaisseur de 1,2 micron. Ensuite, c'est assez compliqué. Il va découper en piles, puis il va remplir ce qu'on appelle la moule, mettre un intercalaire à ce moment-là de Millard, qui fait un intercalaire de 18 microns. Alors, premier battage, deuxième battage, pour avoir ensuite une épaisseur de 200 nanomètres. Alors, Eric vous présentera l'approche mécanique du battage, qui est en fait une deuxième étape de la mise en forme, si on considère que la première étape, c'est le laminage. Donc ensuite, il y a la découpe et les étapes finales. Alors là est montré, donc comme moi je m'intéressais plus particulièrement au laminage, je montre ici le laminoir à 2 cylindres, et les feuilles d'or, enfin disons la plaque d'or va passer entre les deux, et il va, dans cette entreprise, on va laminer en plusieurs étapes, de manière à avoir des feuilles telles que je vous les ai présentées précédemment. Alors vous voyez là, on voit la feuille qui passe à travers le laminoir, et ce qui est amusant, ce qu'on a photographié lors de la visite, je trouve, c'est les déchets là. Vous voyez la feuille qui fait un ensemble de spaghettis, mais là, c'est un ensemble de spaghettis en or. Alors nous, si on considère que le lingot initial a une épaisseur d'environ 10 mm, nous, on a travaillé sur 5 échantillons, alors qu'on a appelé
malheureusement L1, L2, L3, L4, L5, mais le L1 ne correspond pas au premier laminage. C'est à peu près une vingtaine de passes. Vingtaine de passes pour avoir une épaisseur de 260 microns. Et là est indiqué pour chaque étape les épaisseurs. Alors ce qui nous intéressait aussi, c'est d'avoir dans l'étape notée L5 un échantillon qui sort du laminage et un échantillon recuit. Donc évidemment avec la même épaisseur, mais recuit à 750 degrés pendant 45 minutes. Le but ici était de voir pour toutes ces étapes, bien l'influence de la mise en forme, en particulier sur les textures, sur la rugosité. Alors on va voir ici au microscope à balayage l'échantillon L5. Alors ce qu'on voit déjà, c'est à différentes échelles. Vous voyez ici c'est 100 microns, ici c'est 50 microns. Bien ce qu'on voit, c'est que c'est extrêmement rugueux. Donc il y a l'aspect qui est dû au laminage. Vous voyez des poches dans lesquelles va se mettre le lubrifiant. Donc il y a l'aspect non-planéité et l'aspect rugosité qui est important. Là, à forte échelle, ici c'est toujours l'échantillon L5, vous avez 10 microns, donc en émission secondaire. On voit une rugosité très marquée avec les poches, qui traduisent donc la poche de lubrifiant, et on voit, dans ce sens-là surtout, les rugosités dues au laminage. Alors, on a pris une photo en électrons secondaires rétrodiffusés, backscattering, pour essayer de voir s'il y avait des zones de composition différentes. Or, vous voyez, l'aspect reste uniforme, donc l'échantillon a une composition uniforme. On va voir quelle est cette composition. Nous, on travaille beaucoup en atomique. Donc, vous voyez, de l'or, entre 95%, de l'argent, environ 1%, du cuivre 3%, et si on parle comme un bijoutier, bien on va dire que c'est un alliage à environ 23,5 carats. Alors, on a fait de la nanodureté. Là, ceux qui étaient là au début de semaine savent donc tout ce que c'est que la nanodureté. Le but, c'était de voir quelle était la dureté de cet or et de voir son évolution au cours du laminage à l'échelle locale. Donc, je ne vous présenterai pas la méthode. Ce qui est important, c'est de voir le résultat. En nanodureté, donc on va avoir ici la dureté en fonction de la pénétration. Et en même temps, avec ces méthodes, on peut avoir le module. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'après 100 nanomètres de pénétration, donc ça c'était sur le laminé 3 passes, on a les résultats qui nous donnent une dureté de l'ordre de 1,2 gigapascal, qui est tout à fait conforme à la littérature, et un module égal à environ 70 à 80 gigapascal. Mais on s'aperçoit que la nanodureté ne nous donne pas de très très bons résultats parce qu'on travaille à l'échelle locale et comme vous l'avez vu, la rugosité de l'échantillon est très perturbée. Donc l'étape suivante, ça a été de faire de la microdureté. Alors là, à ce moment-là, on a une pointe Vickers et on va, en fonction de la dimension de l'empreinte, déterminer la dureté. Donc on a l'échantillon noté L1, L3, L5 et L5 recuit. Ben, vous voyez les moyennes des duretés. Donc ce qu'on peut dire, c'est que la dureté va diminuer en fonction lorsque l'échantillon est recuit, qui se traduit aussi par une variation dans les modules. Alors, on regarde ici les empreintes de microdureté. Donc, sur l'échantillon L1 et L3, là j'ai mis les deux échantillons pour vous montrer que dans les deux cas, on voit les rayures du laminage. Ici, l'empreinte de microdureté. Il n'y a pas d'échelle, mais ici est noté le diamètre des différentes empreintes.
Alors là, quelque chose d'étonnant, enfin étonnant, qui nous a un peu surpris aussi, c'est l'aspect rugosité à une échelle importante du L5. Vous voyez, le L5, on voit bien les rayures du laminage, et puis aussi cet aspect un peu plissé, hein, très très rugueux, sur l'échantillon laminé 5, et puis donc le recuit qui est encore plus perturbé à l'extrême surface. On en a profité donc pour faire des analyses en interférométrie pour avoir une idée de la rugosité à l'aspect, disons l'aspect quantitatif de la rugosité de la surface. Ici, on a des franges d'interférence, on voit les lignes du laminage, et les franges d'interférence nous disent vous avez une rugosité, mais une rugosité de l'ordre de la valeur de la longueur d'onde, c'est-à-dire nettement de l'ordre inférieur au micron, de l'ordre de 0,05 à on va dire 0,7 microns. Alors ça, c'est pas très intéressant. Alors on a fait aussi des textures telles que comment il s'appelle, Richard vous l'a montré. Alors, je vais rapidement montrer les résultats, mais là, ça me paraît un peu plus clair, un peu plus trop clair. Donc, ce qu'on voit, c'est que vous avez les L1, L2, L3, L4, L5. Ce qu'on peut voir, c'est que dans tous les cas, on a des composantes principales qui sont du type Gauss, définies ici, du type cuivre et de ce type-là. Donc, qui sont modélisés ensuite. Et puis, ce qui nous intéressait particulièrement, c'était de voir un L5 ici et un L5 recuit. En fait, quand on regarde comme ça, rapidement, vous voyez très très peu de différence. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé à montrer une différence entre un échantillon laminé X fois et l'échantillon laminé X fois plus recuit. Donc on pense que les composantes de la texture de recristallisation ou de restauration sont identiques à celles de la texture de déformation. Donc actuellement, en tant que résultat préliminaire, on a de nombreuses caractérisations à différentes échelles des échantillons laminés et recuits. Il faut poursuivre pour voir ce qui va se passer lorsqu'on va battre, et essayer de comparer la structure, la texture des matériaux modernes avec les matériaux anciens tels qu'ils ont été présentés par Marc. Merci de votre attention.